Écoutez, c'est une grande joie, un grand plaisir de recevoir ici Emmanuel Carrère, parce que c'est probablement une des voix les plus singulières de notre littérature. Ça, je ne veux pas le survendre, mais vous connaissez sa réputation. Et il s'agit vraiment d'un auteur particulier parce qu'il a inventé un style, un genre littéraire qui est particulièrement le sien et dont il est le seul représentant sérieux. Je dirais c'est une forme de journalisme subjectif, c'est une forme littéraire très originale qui consiste à la fois à enregistrer des événements d'ordre sismique de notre société contemporaine et de les refléter dans une personnalité qui est en même temps très construite, très structurée, très cultivée. C'est le cas du livre dont il va être question ce soir, mais que Maria Amser va présenter elle-même. Je veux juste dire quelques mots donc, sur Emmanuel Carrère, que je connais depuis 35 ans et que j'admire depuis cette époque, depuis ses premiers écrits, parce qu'il a vraiment su frayer sa propre voie et il nous donne à lire des événements que nous avons sous les yeux et dont nous ne comprenons pas toujours bien le sens. Lui, il les interprète d'une manière très subjective et très personnelle, mais le retentissement que ces événements qu'il enregistre, encore une fois comme un sismographe, et la manière dont il en rend compte, nous aide à en comprendre la portée, parce qu'il les place sur un horizon de sens qui est le sien, qui est encore une fois particulier et personnel, mais qui nous informe aussi. Donc, c'est encore une fois un genre littéraire qu'il a inventé. Il assume ses partis pris, il raconte ses rencontres, il subjectivise ce qu'il voit, et c'est formidable. Voilà. Et je laisse à Marie le soin de présenter le livre, ensuite on lui posera les questions que nous avons préparées ensemble. Et dont il ne connaît pas le contenu, bien sûr. Quel teasing. Alors, V13, je vais présenter très rapidement parce que je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est la somme des chroniques que vous avez écrites pour Nouvel Obs, publiées aussi dans la Républica, Le Temps, El País, pour relater un procès pour l'histoire, celui des attentats du 13 novembre 2015, qui fait 130 morts et 413 blessés. Et ces chroniques ont été augmentées, l'ordre changé pour être publiées chez votre éditeur POL. Alors, beaucoup m'ont dit, mais c'est vrai, on ne ressort pas indemne de la lecture de V13. Tout de suite, on est happé par votre récit, happé alors même qu'on connaît l'histoire, alors même qu'on a suivi, comme tous ici, à la télévision, minute après minute, l'intervention de la BRI et la prise d'otages, le raid, le GIGN, jusqu'à l'assaut final en 2018. Alors même qu'on a tout lu déjà, ou presque, sur le Bataclan, sur le Petit Cambodge, sur le Carillon, sur la Belle Équipe, jusqu'à cet attentat raté au Stade de France. Mais à un feuilleton glauque, à l'inverse de n'importe quelle chaîne d'information, on sait dès la première page qu'il ne s'agira pas ici de satisfaire un penchant voyeuriste quelconque. Parce que votre écriture fait preuve d'une immense délicatesse, d'une grande pudeur, parce que vous ne versez pas dans le pathos, vous ne dites pas plus qu'il ne faudrait dire, parce que votre rigueur, votre soin à suivre chaque jour et chaque heure le procès pendant 10 mois, cette ascèse en quelque sorte, est un geste de respect à l'égard des victimes. Parce que surtout, vous êtes tout simplement un écrivain, et qu'à ce titre, le contrat de lecture qui lie l'auteur et son lecteur est clair, on ne lit pas V13 pour s'informer. On lit V13 comme on lit toute œuvre littéraire, c'est-à-dire qu'on lit pour comprendre ce qui n'est pas tout à fait et qui n'est pas du tout, même de l'ordre du rétablissement des faits, car on les connaît, mais pour comprendre quelque chose qui va bien au-delà des assises du procès du 13 novembre et qui touche tout simplement un peu à l'universel. En vous lisant, j'ai pensé au tableau de Munch, il y a une exposition d'ailleurs au musée d'Orsay pour ceux que ça intéresse, à ce tableau évidemment du cri. Et encore aujourd'hui, c'est l'image qui me vient. Car ce qu'on garde de votre récit, ce qui nous marque longtemps, bien après l'avoir lu, ce sont avant tout les paroles des victimes, l'expression d'une souffrance qui ne se taira jamais, et par elle, comme en contrepoint, les silences qui ne sont plus. C'est pourquoi l'on peut dire que votre livre est en tout point un tombeau littéraire, un texte pour honorer à jamais la mémoire des morts, à la manière d'un Dubélé, d'un Stéphane Mallarmé et sans doute aussi d'un Montaigne qui n'écrivait des essais qu'en pensant à son ami disparu Étienne de la Boétie. Car V13 est aussi, et peut-être que vous nous en parlerez, une histoire d'amitié. Et nous, de ce tombeau-là, nous en avons besoin, parce que les attentats du 13 novembre nous ont marqués comme aucun autre attentat. Parce qu'on se souvient tous d'où nous étions à ce moment-là. On se souvient qu'on riait, qu'il faisait étonnamment chaud pour un mois de novembre. C'est pour cela qu'on s'était mis en terrasse. On se souvient qu'on était au théâtre, au restaurant, bref. C'était un vendredi et on avait fini la semaine. Alors, ce sera ma première question. Emmanuel Carrère. Pourquoi, selon vous, les attentats du 13 novembre vous ont tant marqué?
Et pourquoi ce procès a-t-il été ce que vous avez appelé, je crois, une catharsis? En tout cas, je comprends bien pourquoi vous m'avez invité. C'est que ça a été non seulement une catharsis, mais ça a été vraiment un exercice républicain voulu, pensé comme tel, et qui, je réponds un peu à côté, mais on va... Mais, qui... la chroniqueuse judiciaire du Monde, Pascal Robert-Diard, qui est la star de la profession, qui est formidable, tout ça, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, disait au début, oui, tel que c'est conçu, ce procès, c'est un peu l'appartement témoin de la justice. C'est vraiment de quelque chose pour vraiment montrer la justice, la démocratie, s'exerçant, voilà. Ça pouvait inspirer, ça m'inspirait comme à d'autres, un peu de méfiance, pas du tout de méfiance à l'égard de ses valeurs, mais l'idée de quelque chose d'un peu trop intentionnel, voulu, de l'ordre un peu du vœu pieux, quoi. Et en fait, c'est quand même ce qui s'est passé. De ce point de vue-là, ça a été quand même quelque chose d'exemplaire en termes de justice. Ensuite, vous parlez de catharsis, la catharsis, s'il y en a une, elle concerne les victimes, les proches de victimes à titre individuel et même collectif. Il s'est passé quelque chose collectivement. Mais d'abord, il y a eu ce truc où on a vu la justice à son meilleur. On a tout fait pour, hein, c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent, on sait que la justice, faute de... Voilà, la plupart du temps, elle est pauvre, elle est du fait de sa pauvreté souvent expéditive, c'est comme ça, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, on peut dire la même chose de l'hôpital, tout ça. Là, on a donné à la justice vraiment les moyens de se déployer à son meilleur. On a aussi clairement choisi les meilleurs parmi les magistrats, les avocats généraux, c'était dans l'ensemble des gens très jeunes, pugnaces, pleins de connaissant admirablement leur dossier. Bref, on a vraiment vu la justice fonctionner oui, de façon très belle et vraiment à l'image de ce que doit être une justice républicaine. On peut se poser la question de savoir si, voilà, bon, on garde ça éventuellement pour plus tard. Pardon, c'était du temps plus filant. La question suivante. Réflexion de Salah Abdeslam, qui m'a beaucoup frappé parce que vous y revenez à plusieurs reprises. Ce que vous dites sur nous les djihadistes... Pardon. Oui, réflexion de Salah Abdeslam. Ce que vous dites sur nous les djihadistes, ça montre que vous ne lisez que la dernière page d'un livre. Ce qu'il faudrait, c'est lire le livre depuis le début. À votre avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que nous sommes donc incapables de comprendre dans le djihadisme, le terrorisme? C'est quoi le début du livre? Qu'est-ce qui nous manque? D'abord, dans l'ensemble, Salah Abdeslam, c'est vraiment pas marqué par la pertinence de ses interventions, qui est parfois stupide, parfois odieuse, parfois les deux. Mais là, le fait est qu'il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose vraiment daté, en disant oui, il aurait fallu lire le livre depuis le début. C'est quelque chose qu'on pourrait juger souhaitable sur tous les sujets. Sur ce qui se passe en Ukraine, ça serait intéressant de lire le livre depuis le début. Là, de quoi parlait-il? Enfin, je ne sais pas, de quand peut-on dater cette espèce, somme toute, de destitution de l'islam, enfin de ce qui a fait qu'une civilisation glorieuse et fière d'elle-même, le fait que ça pouvait être une chose valeureuse et valorisée, est devenue pas dans cette religion, que ce monde civilisationnel absolument englué dans le ressentiment, bon. Est-ce que il faut ramener ça remonter à la décolonisation, à la fin de l'Empire ottoman, au recul des armées arabes devant Vienne, enfin je sais pas. En tout cas,
cette question consistant qui dit ce à quoi on assiste là, ça a un passé, ça a une archéologie qu'il faut essayer de comprendre, je la trouve absolument pertinente et qui me la trouve pertinente. Cela dit aussi, bien sûr que ce procès n'était pas, voilà, c'était pas une chaire universitaire, tout ça, mais on s'est quand même employé à faire ça. On a fait venir des experts de grande qualité, je pense notamment à Hugo Micheron, qui a écrit un livre absolument remarquable sur le djihadisme français, qui est vraiment un jeune chercheur extrêmement sérieux là-dessus, et qui est venu, qui a fait vraiment une espèce d'une intervention qui a duré 4 heures, et qui était extraordinairement éclairante. Il y en a eu d'autres, enfin, on a essayé, on peut pas, c'était pas l'objet de ce procès, mais ça a fait partie des choses qu'on a essayé de faire dans ce procès. Et au fond, ce procès, il a eu une ambition absolument démesurée, qui était d'essayer de déplier dans tous les sens, en remontant aussi loin que possible, tout ce qui a abouti à cette nuit d'épouvante. C'est pas pour rien que ça a duré près de 9 mois. Au début, on se disait, mais c'est complètement absurde, enfin, c'est tellement long. À quoi bon, si ça dure 9 mois, ça pourrait à ce moment-là durer 8 ans aussi bien. Mais tout de même, on n'a pas eu. Alors, il y a eu des moments fastidieux dans ces 9 mois, mais on a eu tout de même l'impression qu'on n'a pas perdu le temps, quoi. Que ça a vraiment. Qu'on a essayé de faire tout de même, contrairement. Si vous voulez, la demande de Salah Abdeslam, je la trouve très juste et forte, mais quand il se plaint qu'on ne l'ait pas fait, je ne suis pas d'accord. Autant qu'on puisse le faire dans ce cadre-là, on a essayé de le faire, on a essayé de comprendre. Et donc à la fois en termes, je dirais, collectifs, historiques, et en termes individuels, on a quand même essayé de comprendre qui étaient ces types, ceux qui ont fait... Et très souvent, si on n'a pas compris davantage, c'est aussi parce qu'ils ont refusé de parler. Vous dites que vous adoptez un point de vue spinoziste sur ce procès que vous avez donc suivi en entier, du début à la fin pour le Nouvel Observateur. Un point de vue spinoziste, pour vous, ça consiste à comprendre, essayer de comprendre face à l'abomination totale, et ne pas juger. Et vous dites, vous dissociez de la position qui était celle adoptée à l'époque par Manuel Valls, qui avait dit, pour moi, chercher à comprendre, c'est déjà excuser. Je suis en total désaccord. J'ai vu que vous étiez en désaccord. Vous dites que vous êtes en désaccord. Est-ce que vous auriez été sur la même position si vous aviez assisté, comme disons Hannah Arendt, au procès de Eichmann à Jérusalem 1962? Est-ce que vous auriez adopté le même point de vue spinoziste, ne pas juger? Et sinon, oui, pourquoi? Attends, ne pas juger. Moi, type qui écrit, qui n'a pas la responsabilité de juger. Évidemment, si vous êtes juge, vous jugez. Ah, pas juge. Non, mais attendez, un procès est là pour juger. Et d'ailleurs, pas pour juger le terrorisme, pour juger les terroristes. Un procès, c'est le procès des accusés. C'est pas, on disait, le procès des attentats, ou pire encore, le procès du Bataclan, mais, puisqu'il n'y a pas que le Bataclan, et les autres, les gens qui étaient sur les autres sites d'attentats en gardent une certaine amertume du fait qu'on s'intéressait la plupart du temps qu'au Bataclan. Mais est-ce que c'est possible de rester dans cette situation de comprendre sans juger face à des crimes aussi abominables? Non, disons qu'on peut... Non, tu me coinces un peu parce que c'est pas vrai. Non, mais on peut essayer. On peut essayer. On peut essayer tout de même. On peut essayer dans le cadre uniquement du procès. Je veux dire, à part ça, je veux dire, on n'est pas là pour rentrer sans fin dans les raisons des terroristes. Mais dans le cadre d'un procès, oui, c'est un exercice c'est la mission et l'honneur de la justice de faire ça. Oui. Et ensuite, on juge. Et ensuite, ce sont les juges qui jugent. Mais non, essayez de... Je rappelle que dans les procès terroristes, on a dû remplacer au cours d'assises les jurés qui avaient été menacés physiquement dans des procès qui ont lieu dans les années 80 par des juges professionnels, parce qu'autrement, les jurés se défilaient, tellement ils avaient peur des menaces qui étaient proférées contre eux. Et donc, le procès auquel tu as assisté pendant 9 mois, c'est un procès dans lequel les jurés, finalement, c'était des juges, des magistrats professionnels. On a remplacé les jurys populaires dans ce cas-là.
C'est terrible qu'on en soit là quand même. En même temps, je peux comprendre. C'est malheureux, mais c'est... Non, question suivante. Alors, vous interrogez le livre du jeune journaliste Antoine Méris, Vous n'aurez pas ma haine. Vous parlez de slogan. Et vous nous expliquez que ce titre est assez questionnable. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur pourquoi est-ce que vous n'aurez pas ma haine? C'est vrai que ça pose question comme information. Oui, tout à fait. Alors, ce titre de ce livre, je trouve qu'il est très beau, qu'il témoigne du très grand... Ce jeune homme a perdu sa femme au Bataclan. Ça me semble témoigner d'une grande élévation morale. Et il a été, je dirais qu'il est devenu... On l'a beaucoup entendu au fil du procès. Beaucoup de gens disaient ça ou des variantes de ça. Et encore une fois, j'ai rien à y redire, je trouve ça admirable d'être capable justement de dépasser la haine, de ne pas répondre à la barbarie par la barbarie, de considérer qu'on est là justement pour que s'exerce la démocratie, pour qu'on juge et pas pour que... Et voilà, c'est... Maintenant, j'ai été, comme tout le monde, impressionné par la force de beaucoup de témoignages. Mais le fait que Vous n'aurez pas ma haine soit si... ait été la tonalité générale des dépositions, des témoignages, à un moment, ça me paraît un peu suspect. Je trouve ça très beau, mais je ne vois pas comment on peut, quand on a, je sais pas, tué un enfant, un truc comme ça, faire l'économie de la haine, ou disons, la faire... J'avais un peu l'impression d'un slogan, tout de même. D'un slogan noble, mais d'un slogan. Et ça a été... il me semble, si vous voulez, que pour arriver à ça, pour arriver à dépasser la haine, ça ne peut être que le fruit d'un long travail psychique, moral, politique, spirituel. C'est pas un prérequis, quoi. On peut pas se dire, hop, vous n'aurez pas ma haine, quoi. Et ça a été frappant, hein, il y a eu un contre-exemple, une contre-voix. Il y a eu un type qui s'appelle M. Jardin, dont tout le monde attendait le témoignage comme une espèce de repoussoir. Tout le monde trouvait que M. Jardin, qui était pareil, un mec d'extrême droite, tout ça, sa fille avait été tuée au Bataclan, et lui, il n'arrivait pas en disant « vous n'aurez pas de ma haine », il me disait « mais je hais ces types, il faut qu'ils brûlent en enfer, c'est épouvantable que la peine de mort n'existe pas, ou sinon moi je voudrais leur arracher les yeux, découper en morceaux ». J'exagère, mais c'était à peu près ça. Et il disait par exemple mais tous ces gens qui disent « vous n'aurez pas ma haine », ça me dégoûte. Le monsieur qui a écrit un livre avec le père d'un des accusés, enfin d'un des tueurs, ça me dégoûte. Et alors, bien sûr, ce monsieur Jardin, il s'exprimait sans beaucoup de grâce, il n'était pas... mais je trouvais ça bien, tout à coup, d'entendre cette voix, d'entendre... Je veux dire, la haine, elle... Peut-être que vous ne l'aurez pas, mais il faut au moins admettre qu'elle existe. Et je trouvais qu'il y avait une espèce, je dirais, d'angélisme qui... Voilà, entendre ça d'une certaine manière, ça faisait du bien. Je me souviens d'une phrase extraordinaire par laquelle il a terminé son... Mais en plus, c'était même pas recherché de terminer dessus. Il n'y avait pas d'éloquence. Mais le type, à un moment, dit « Ouais, on dit que je suis d'extrême droite, mais même si c'est vrai, même si je suis d'extrême droite, est-ce que ça rend ma fille moins morte ?» Je trouvais ça magnifique, ce truc qu'il disait. Et ça, maintenant, voilà, c'était bien de dire « Vous n'aurez pas ma haine », mais... voilà, ça se questionnait un peu. Individuellement, oui, mais c'est la masse, quoi. C'est comme le fait que moi j'ai du mal à penser que 250 personnes sont sans haine quand on leur a tiré dessus ou qu'on a tiré sur leurs enfants, quoi. Je trouve pas ça humain. Et parmi toutes ces étrangetés, il y en a une qui m'a beaucoup frappée, vraiment, je ne suis pas revenue. C'est le chapitre où vous listez tout ce qu'on a retrouvé dans l'ordinateur des accusés. Ordinateur qu'on a retrouvé dans une poubelle parce que c'était jeté là la veille, je crois, des attentats. Dans cet ordinateur,
on retrouve une captation de Cyrano de Bergerac, l'adaptation des Misérables de Robert Hossein, et Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Non, mais l'idée, c'est sûr que c'est ahurissant. Et totalement sans éclat. Je n'ai aucune explication, personne n'en a. Qui peut imaginer que de jeunes djihadistes belges regardent des films de Sacha Guitry? Néanmoins, il se trouvait bien là. Alors, il y a une avocate qui a trouvé un argument a priori malin, qui est de dire, en fait, non, il donnait ces noms à des fichiers qui n'étaient pas les films de Sacha Guitry, donc il donnait le nom de Si Versailles m'était compté, mais ça ne fait que repousser le problème. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il connaissait les noms de films de Sacha Guitry? Bon, écoutez, ça c'est des mystères, personne, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ce qui est juste surprenant, c'est que c'était à peine relevé pendant le procès. Et que même la question n'ait pas été posée à aucun des accusés. Une vidéo de propagande de l'État islamique montre des jeunes djihadistes en train de décapiter, disons d'égorger pour être plus précis, des prisonniers afin de s'entraîner, et ils le font en rigolant. Il y a la fameuse vidéo où on voit aussi Abdelhamid Abaoud jouer avec la tête, jouer au football avec la tête d'une personne qu'il a décapitée. On le voit aussi traîner derrière son 4x4 le corps de victimes torturées par lui. Vous écrivez: les nazis ne montraient pas de films de propagande sur Auschwitz et les Khmers rouges ne se filmaient pas en train de torturer leurs victimes. Qu'est-ce qui, à votre avis, pourquoi les djihadistes, eux, revendiquent aussi ouvertement leur propre sadisme? Comment vous interprétez ce pas supplémentaire dans la barbarie que ces gens ont commis et qu'effectivement les autres barbares qu'on a eu l'occasion de voir au cours de l'histoire du XXe siècle n'avaient pas franchi eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors honnêtement, je ne sais pas très bien. Je soulève la question. C'est vrai que ça me paraît il s'agit quand même de propagande. Normalement, la propagande, c'est que, disons, ça cache éventuellement le mal sous l'apparence du bien, si vous voulez. Ça montre non pas en effet des centres de torture, mais des gens avec le regard, un regard bleu qui regarde l'avenir radieux. Là, c'est pas le cas. Il y a une espèce de... toutes ces vidéos de l'État islamique revendiquent le sadisme et même présentent le sadisme comme un argument pour dire venez, rejoignez-nous et vous aurez le droit de faire ça. Et vous y êtes encouragés, vous êtes bénis dans ça. J'ai beaucoup de mal encore une fois, je ne sais pas interpréter ça, je pense juste que c'est inédit dans l'histoire de la propagande. Si vous voulez, des trucs, des snuff movies, comme on dit, ou des trucs de serial killer, ce n'est pas de la propagande, c'est autre chose. Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée là-dessus, je suis preneur. On questionnera le public. Oui, oui. Les mots, c'est d'inventer des crayons. Ah oui, bien sûr, mais les nazis ne montraient pas Auschwitz, ils ne montraient pas qu'on est... Mais là, ils sont comme la classification elle est sur le créandisme, enfin, donc du coup, ce sont des cofards. Les cofards, et ben on n'a pas respect pour les cofards. D'accord, non, absolument. Il y a vraiment cette notion là-haut-bas... D'accord. Non. Une suggestion. Oui. C'est une question de génération, de la génération de l'image, de l'Internet, Des réseaux sociaux. et des réseaux sociaux Aussi. de propagande. C'est les jeux vidéo. C'est complètement. Vos réponses, bien sûr. Vos réponses sont complémentaires, mais je pense qu'elles sont. C'est les bonnes. Alors pour continuer sur la question des accusés, pour rejoindre les enjeux républicains qui nous habitent tous, Salah Abdeslam, ça a été le 5e homme condamné en France de toute l'histoire, me semble-t-il, je crois, à la perpétuité incompressible. C'est la plus haute sanction du code pénal qui rend quasiment impossible toute possibilité de remise en liberté. Et vous l'évoquez longuement dans Vétrez, et vous semblez questionner effectivement cette condamnation. Alors, c'est un peu bizarre de louer aussi hautement que je le fais la façon dont elle a été faite, le côté vraiment exemplaire du procès, tout en étant
un peu perplexes devant au moins une partie du verdict et des peines. Disons, le truc problématique, c'est Salah Abdeslam. Pour le reste, voilà, tout va bien. On leur a clairement donné un tout petit peu moins à chacun que ce qui était requis par le ministère public, ce qui est une façon de dire ne faites pas appel, vous aurez plus. Ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans les procès de terrorisme. Quand on fait appel, on a plus. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'appel. Mais le cas de Salah Abdeslam, disant que je suis perplexe ou même pas d'accord, si j'avais eu. C'est une position partagée par beaucoup de gens, y compris les partis civils, qui se déclaraient gênés par ça. Pour une raison, enfin, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui est. Bon, d'abord, c'est quand même une peine. Il y a ceux pour qui c'est le principe même de cette peine a quelque chose de monstrueux et n'est éventuellement justifié que pour des criminels d'une extrême dangerosité dont on se dit qu'il ne faudrait jamais les remettre dans la circulation parce que ils sont, je sais pas, des grands pervers, c'est une peine pour Michel Fourniret. Voilà. Mais tout simplement, dans le cas de Salah Abdeslam, c'est simple. Le type, c'est pas seulement que de fait il n'a tué personne, mais que si on avait pris vivant son frère ou Abaoud, des trucs comme ça, eux, ils auraient sans doute eu cette peine-là. Et alors, il y aurait eu quoi, Abdeslam? Forcément pas la même. Donc, si vous voulez, là, clairement, il me semble qu'on a sacrifié la proportionnalité de la peine à son exemplarité. Et je trouve ça un peu... je suis pas d'accord, tout simplement, comme pas mal de gens, encore une fois, parmi les partis civils. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'ait pas fait appel, puisque lui, il n'a rien à perdre. Il ne peut pas prendre plus. Alors, cela dit, ces avocats, qui étaient tous les deux absolument remarquables, incroyablement à la fois dédiés, pugnaces, en fait, ils étaient consternés qu'il ne fasse pas appel. C'est lui qui n'a pas voulu. C'est lui qui a dit j'en ai marre. Mais ces avocats, ils auraient voulu continuer. Et en plus, ils ont du mérite, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent là-dessus. Mais ils avaient envie de continuer, parce qu'ils étaient profondément pas d'accord avec cette peine. Ils trouvaient que, d'une certaine manière, ce n'était même pas seulement le problème de Salah Abdeslam, mais que ça ternissait cette espèce d'exemplarité du procès. Donc, voilà, c'est une question qui se pose. Pour rester dans le domaine des avocats, parce que le livre est très construit, il y a les victimes, il y a les terroristes, il y a la cour, et on parle des avocats. Il y a l'ombre de Jacques Vergès qui plane sur ce procès, parce que vous parlez de ce que Jacques Vergès appelait la défense dite de rupture, qu'il avait utilisée, mise en œuvre, notamment pour défendre Klaus Barbie. On se souvient que Jacques Vergès était un peu l'avocat des pires, des nazis, des Khmers rouges, etc. Et vous montrez que certains des avocats ont effectivement essayé d'utiliser les ficelles qu'utilisait Vergès, à savoir la terreur, le despotisme, il est partout. Nous, les démocraties, nous ne sommes pas exempts. Et le grand argument, évidemment, des terroristes en question, ceux qui ont tiré sur les corps qui bougeaient au Bataclan, ils leur disaient plaignez-vous à François Hollande, votre président, parce qu'il bombarde nos frères en Irak et en Syrie. Et c'était l'argument qu'ils utilisaient pour dire que finalement, on leur avait déclaré la guerre et ils venaient nous la faire sur place. Cette ligne de défense de rupture, vous le montrez je pense de manière assez fine, que les avocats qui l'utilisent n'utilisent pas de la même manière que le faisait Vergès. Parce que ce n'est pas des gens qui ne croient pas en la démocratie, qui ne croient pas en la justice, c'est des gens qui veulent simplement essayer d'obtenir moins pour ceux qu'ils défendent. Et là, il y a la question du T. Le T, parce qu'il y a association de malfaiteurs et association de malfaiteurs terroristes. Et là, on prend bien davantage si on a l'accusation du AMT. Et donc, les avocats, leur job, c'est d'essayer, comme ils disent, de faire tomber le T. S'ils arrivent à prouver que c'est juste association de malfaiteurs, et c'est pas le cas pour Salah Abdeslam, mais c'est pas association de malfaiteurs terroristes, mais seulement association de malfaiteurs, là, c'est tout de suite beaucoup plus bénin. Mais cela dit, ce que tu disais sur, au fond, et les avocats d'Abdeslam, par exemple,
ils allaient un petit peu sur ce terrain, parce que déjà, ils n'ont pas beaucoup de cartouches. Donc, le peu qu'ils aient, ils essayaient d'aller un tout petit peu là-dessus. Mais clairement, ils le faisaient sans la moindre conviction idéologique. Ils n'y croient pas du tout. Et tant mieux, à la différence de Vergès. Et là-dessus, c'est un truc qui a changé en sens inverse. Vous disiez qu'il y avait somme toute une espèce d'apparence de vertu dans la propagande qui s'est complètement délitée. Et maintenant, on y va sans hésiter, peut-être dans l'horreur, la complaisance dans l'horreur et tout. Là, à l'inverse, il y avait une espèce, je dirais, de cynisme de quelqu'un comme Vergès qui est totalement, comme on dit, inaudible aujourd'hui. Personne n'irait sur ce terrain. Moi, j'aimerais bien... Pardon. On a beaucoup parlé des accusés, on a parlé un petit peu moins des victimes. Et c'est intéressant parce que, indépendamment du fait que la part sur les accusés prenne plus de place dans le livre en page. C'est comme ça dans un procès. Ça correspond à peu près au découpage temporel d'un procès. On entend quand même beaucoup plus, en tout cas, ce qui reste, c'est l'émotion des victimes et effectivement cette parole-là. Quel est le témoignage qui vous a le plus bouleversé? En tout cas, qui vous a le plus marqué? Beaucoup. Enfin, en fait, vous voyez, il y a eu, au début du procès, il y a eu 5 semaines, et puis encore une plus tard, de témoignages de victimes, enfin, c'est-à-dire soit de rescapés, soit d'endeuillés. Il y a dû y en avoir, je ne sais pas, 250 ou 300. Et ça a été totalement dévastateur, quoi. Je veux dire, tout le monde, y compris les chroniqueurs judiciaires les plus blanchis sous le harnais, on était ramassés à la cuillère. On ne dormait plus la nuit, on se réveillait en pleurant. C'est une des choses les plus bouleversantes à quoi j'ai jamais été assisté ou été mêlé. Et le fait est que les gens qui s'intéressent aux affaires criminelles, en général, ils s'intéressent plus aux criminels qu'aux victimes. C'est plus intéressant. Les victimes, on les plaint, mais les criminels, c'est fascinant. Là, c'était le contraire en réalité. C'est-à-dire que les criminels, les accusés, on faisait ce qu'on faisait pour être spinoziste, ne fallait juger tout ça, mais c'était quand même, ça allait se forcer un peu, alors que là, on a assisté à des choses qui étaient quand même d'une grandeur humaine, qui était très très impressionnante. Et alors, ici, ajouter une chose, c'est que ça a été bon, il y a eu cette séquence-là, mais en réalité, ça n'a pas été que cette séquence-là, parce qu'ensuite, une grande partie, pas tous, mais il y avait beaucoup de ces gens, de ces parties civiles, qui restaient, qui ont suivi le procès. C'est-à-dire qu'il s'est constitué, d'un côté, il y avait ce qu'on entendait dans le prétoire, mais il y avait ce qui se passait dans la salle où on se trouvait, et où là, on a senti petit à petit, s'est constitué une espèce de communauté. Et ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de témoignages qui en ont touché énormément. Ensuite, il y a des gens avec qui on se lie plus de... Il y a aussi quelque chose qui est lié à l'identification. C'était une espèce de machine à identification incroyable, ce procès. Mais on ne s'identifie pas pareil. Tout simplement pour une question d'âge, par exemple. Moi, je veux dire, je ne m'identifiais pas tellement aux gens qui étaient au Bataclan. Ça fait des siècles que je ne suis pas allé à un concert de rock. Je ne sais pas si toi, tu as encore beaucoup. Une saine jeunesse. Mais, alors que non, je m'identifie plus aux gens sur les enfants de qui on a tiré, quoi. Donc, oui, non, il y a eu tant de témoignages, tant de paroles qui se sont déployées, qui ont pas formé une espèce de cœur. Il y a quelqu'un à la question qui s'est régulièrement posée, qu'est-ce que vous attendez de ce procès, tout ça. Il y en a un qui a répondu que se constitue un récit collectif. Et on a vraiment vu ça se constituer. Et c'est ce qui a fait aussi que l'expérience était si forte et si belle aussi. Parce qu'il faut bien dire, ça n'a pas été, ça a été horrible. Mais ça n'était pas qu'horrible, c'était pas que plombé, ça a été aussi
très beau. Il y a eu des moments, je ne sais pas, on se sentait grandi d'être là. Question, est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu complet, comme disait Ernst Bloch, une non-contemporanéité entre eux et nous? À un moment, vous dites, nous sommes dans la post-histoire, nous sommes dans une société individualiste, eux, ils sont encore dans l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec, et ils sont holistes. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, un malentendu complet? Parce que, comme le dit Hugo Micheron, que vous citez aussi dans votre livre, ils ne se considèrent nullement comme des victimes, des losers, mais au contraire comme des héros, une avant-garde glorieuse d'un grand et irrésistible mouvement de conquête planétaire. Ils se considèrent comme des soldats héroïques. Et nous, on vit dans l'idée que la victime est le nouveau héros, le nouveau sujet de l'histoire. Et puis surtout, on est sorti, on a, depuis Fukuyama, on a l'idée, l'illusion qu'on est sorti de l'histoire. L'histoire avec sa grande H. Par là, on est un peu rentré avec l'Ukraine. Hein. Mais enfin, oui, pendant une vingtaine d'années, on a pu vivre dans l'idée qu'on était effectivement, avec, comme disait Muret, sorti de l'histoire, dans la post-histoire. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension totale entre eux et nous? Et est-ce que vous avez observé quelque chose de cet ordre-là quand vous les avez vus, ceux qui voulaient bien, répondre aux questions qu'on leur posait? Ah oui, cette incompréhension, elle est là. Hein, c'est vraiment de l'ordre du... C'est pas un mode de pensée, mais on est vraiment dans l'ordre du eux et nous. Alors, le nous, cette espèce de nous collectif, voilà, il a été profondément soudé, très très fort. Et c'est aussi, enfin, ça a aussi obtenu ça, ces attentats. On peut dire aussi, enfin, ils ont très clairement, ils ne sont pas trompés de cible non plus, ils ont clairement visé, là c'est un peu un cliché de dire ça, mais ils ont vraiment visé un certain mode de vie, une certaine manifestation tout à fait, je veux dire, pas de principe, plutôt insouciante, plutôt allant de soi, des valeurs qu'on est censé défendre ici, quoi. C'est-à-dire vraiment des valeurs républicaines, et encore une fois, c'est sans discours, c'est-à-dire des valeurs illustrées et pratiquées comme allant de soi. Et c'est à ça qu'on s'en est pris de ce point de vue-là. Il y a un truc très troublant, c'est que dans le même ordinateur où il y avait les films de Sacha Guitry, il y avait des fichiers qui témoignaient d'une espèce d'hésitation sur les cibles qui a duré longtemps. Et au point qu'ils aient quand même pris leur décision clairement une semaine avant, quelque chose comme ça. Et ils ont à un moment envisagé enfin on voit en tout cas, ils disent punk, des punks et Civitas. Civitas est un mouvement de catholiques intégristes. On se dit, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient juste tiré sur des gens à la sortie de Saint-Nicolas du Chardonnay, ou s'ils avaient abattu quelques punks à chiens au dernier sous-sol des Halles. Ça aurait certainement eu beaucoup moins d'effet sur la... Je veux dire, on aurait été désolé pour eux, on les aurait plaints, c'est sûr, mais quand même, ça n'aurait pas été pareil que de tirer sur tous ces gens aux terrasses qui étaient avec leur barbe et leur truc et qui tirent sur des vaporettes, là. C'était en nous, quoi. C'était vraiment une espèce de nous. On posera peut-être la dernière question de cette rencontre. Vous terminez votre livre sur, je prends vraiment un dernier bout de phrase, comme si le monde se remettait à l'endroit. Et au début de votre livre, après vos chroniques, vous dites « Quoi qu'il en soit, je sais qu'à l'issue de ce procès, quelque chose aura bougé. » Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui s'est remis à l'ordre? Le récit collectif. Le fait que justice ait été rendue, vraiment. Enfin, alors ensuite, on peut discuter éventuellement le verdict, mais que justice ait été rendue. Et oui, le récit collectif, constitution d'une communauté. Ça paraît anecdotique, enfin, on a l'impression que ça ne concerne que les personnes qui étaient présentes dans cette salle.
c'est pas tout à fait rien non plus. Il y a quelque chose qui a, encore une fois, fait communauté. Qui fait... Alors le truc, c'est, vous citez la dernière phrase de Steve, en fait, le dernier paragraphe, enfin, ce dernier petit chapitre, c'est une chose qui m'a été racontée par une femme qui est parmi les parties civiles, l'une de celles dont j'ai été le plus proche amicalement, qui est la mère d'une jeune fille tuée à la belle équipe, et qui se trouve en plus être une... elle est égyptienne, elle est mariée, comment dire, ses enfants ont grandi en France, tout ça, mais elle est égyptienne, elle parle l'arabe, elle est une très très bonne connaisseuse du monde arabe, au point que je lui ai demandé de relire mon texte pour qu'elle m'évite quelques bourdes. Et elle raconte qu'à un moment, quelques années après les attentats, elle retourne au Caire, où elle allait avec ses enfants, avec sa fille, tout ça, où il y avait de la famille, et elle est dans le jardin de la mosquée El-Azhar, qui est donc le cœur de l'islam. Et elle reste dans le jardin, et puis l'heure de fermeture arrive, et il y a un policier qui vient lui dire que bon, il est temps de sortir. Et dit que non, elle voudrait rester encore un peu. Et le policier insiste, et à ce moment-là, elle se met à lui raconter tout ce qui s'est passé en arabe, l'histoire de sa fille, tout ça. Et le policier l'écoute longuement, parce qu'elle le raconte longuement, et puis il lui dit « Ah, ta fille et les autres, ce sont des martyrs, c'est eux qui sont les martyrs. » Et là, c'est là qu'elle m'a dit, et c'est pour ça que je termine là-dessus, et elle a eu à ce moment-là un peu l'impression que le monde se remettait à l'endroit. Merci beaucoup. Peut-être quelques questions de la salle. Nathalie. Emmanuel, tu n'es pas seulement journaliste dans l'histoire, tu es aussi écrivain. Et je me demandais si tu avais eu, en écrivant ce livre, des exemples à suivre et des contre-exemples à ne pas suivre. Du point de vue de l'écriture. Du point de vue de l'écriture ? Non, j'ai pas. Bah, tu vois, il y a des grands exemples. Brice citait Hannah Arendt, et j'admire immensément Hannah Arendt. Mais tu vois, c'était pas un exemple non plus, c'était pas du tout le même registre d'écriture. Non, j'essayais de faire comme je pouvais. Tom Wolfe. Tu dis pas Tom Wolfe? Oui, mais Tom Wolfe, il a écrit quoi? Il a écrit un compte-rendu procès? Non, mais beaucoup de journalisme dans Ah oui, tu parlais juste sur un procès. Non, oh bah non. Alors à ce moment-là, Tom Wolfe doit trouver un capote. Alors il trouve un capote et avant tout. Un livre formidable qui est un peu une espèce de... qui ramasse toutes les problématiques morales de ce genre de truc, qui est Le journaliste et l'assassin de Jeannette Malcolm, livre que je recommande immensément. Jeannette Malcolm était une journaliste de New Yorker qui est morte il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, et qui raconte, enfin, à partir non seulement un fait divers, mais le rapport dans lequel elle s'est trouvée avec le personnage d'un fait divers qu'elle essaie de raconter, et toutes les ambiguïtés morales qui en résultent, et c'est absolument passionnant. Elle décortique ça vraiment avec une acuité et une ironie incroyable. Le journaliste et l'assassin de Jeannette Malcolm. Et des contre-exemples, des choses à ne pas faire? Des choses à ne pas faire. Toi, tu penses à quelque chose? Parce que moi, pas. Non, mais je dirais qu'il y a un repoussoir dans ce genre de truc. Bonsoir. Au bout du procès, bon, c'est pas une question facile. Est-ce qu'on peut identifier des vainqueurs et des perdants? Par exemple, 3 questions. Est-ce que le djihadisme a subi une défaite avec ce procès? Est-ce que la justice, on a l'impression, on va vous entendre que oui, est-ce que la justice sort grandie, renforcée avec le procès? Peut-être la 3e question, est-ce que finalement,
un des vainqueurs, et c'est difficile à l'admettre, ce n'est pas cette philosophie que vous avez brillamment décrite tout à l'heure, qui est le « je n'aurai pas ma haine », et une espèce de résignation, vous citiez tout à l'heure Hannah Arendt, à la banalité du mal. Alors, victoire de la justice, oui, je trouve. Ensuite, défaite du djihadisme, non, évidemment pas. Je pense que les djihadistes, ils s'en foutent d'avoir des... ça n'a aucun... Alors, la valeur de... comment dire, d'exemple dissuasive d'une peine, si lourde soit-elle, sur des gens qui sont prêts à se faire sauter, est égale à zéro. C'est comme, à un moment, je me souviens que quand notre président, à l'époque, il avait menacé de la déchéance de nationalité. Alors, ça serait une espèce de victoire du « vous n'aurez pas ma haine » comme une sorte de mantra, je sais pas. Oui. Même si c'était le cas, c'est pas si mal, quoi. Vous n'aurez pas ma haine, c'est plutôt chrétien que républicain. Oui, absolument, t'as raison, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que cette expérience, de ces 9 mois, est-ce qu'elle a changé votre regard sur la justice? Est-ce que vous a, je ne sais pas si vous étiez familiarisé avec le monde de la justice auparavant, mais est-ce que cette expérience vous a montré combien l'acte de juger était difficile, combien c'est facile, quand on est extérieur, de critiquer? Alors, j'ai une certaine expérience du monde de la justice. J'ai écrit un livre sur un grand procès d'assises qui était l'affaire Roman. J'ai écrit un livre sur les petits tribunaux, à l'inverse, vous voyez, sur les tribunaux d'instance, qui est vraiment la petite justice de proximité, tout ça. Et d'une certaine manière aussi, ce qui me donnait envie de suivre ça, enfin pas seulement, mais c'était le fait d'assister à une espèce de si énorme barnum de justice, quoi, un truc un peu inédit. Est-ce que... je ne sais pas, la difficulté de juger... D'abord, encore une fois, là, c'était confié à des magistrats professionnels, et somme toute, dans l'ensemble, c'était pas très difficile à juger, quoi, c'était clair. Mais non, j'ai eu l'impression que la difficulté, elle était peut-être, elle était plutôt de savoir, de savoir écouter. La difficulté elle était pour les avocats. Parce que les avocats... Alors, il y a un truc, il y a un truc intéressant, tout de même. Il y avait, d'un côté, quelque chose comme 350 avocats des parties civiles. Ces avocats des parties civiles, c'est magnifique ce qu'ils ont à faire, mais enfin, en même temps, la cause est entendue. Personne, si vous voulez, ils n'ont... bien sûr, et en plus, non, c'était compliqué pour eux parce que ils sont supposés porter la parole des victimes, et la parole des victimes s'est déployée avec une telle éloquence que ce qu'ils pouvaient ajouter était au mieux superflu et au pire obscène. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, j'aurais pas aimé être avocat de partie civile, précisément parce qu'ils ont la partie trop facile en pareil cas. Donc c'était compliqué. Et de l'autre côté, il y avait les avocats de la défense. Les avocats de la défense, en revanche, ils avaient la partie difficile. Et en revanche, d'un autre côté, c'est aussi plus exaltant. Par moment, on se dit que l'avocat de la défense, c'est un pléonasme. Enfin, comme avocat de la défense, on est là pour ça. Ici ajoute, si on veut rentrer dans le détail, une question d'argent. C'est-à-dire que les avocats de partie civile, ils gagnent beaucoup plus d'argent que les avocats de la défense, puisque tout le monde est payé par ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire nos impôts, et l'aide juridictionnelle, c'est au dossier, à la journée, tout ça. C'est-à-dire qu'un avocat de partie civile qui a 10 dossiers, qui a 100 dossiers, 100 clients, il y en a, eh ben, il gagne beaucoup d'argent, alors qu'un avocat de
de la défense, il peut avoir qu'un seul client, il bosse comme une brute pour son seul client, et ça lui rapporte des clopinettes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ça, il faut vraiment avoir ça chevillé au corps, il faut aimer ça. Ce que je comprends très bien si j'étais avocat, c'est ça que j'aimerais. Moi, j'ai une question concernant effectivement les victimes. Est-ce que la victoire de la justice, est-ce que quelque part ce procès a été une réparation pour les victimes, a apporté une forme de réparation, de compensation dans la mesure où c'était possible, et c'est une mesure certainement faible, oui. Oui, je pense que... Ils sont sortis de là avec l'impression qu'ils ont... D'abord d'avoir été entendus. Entendu. Alors maintenant, on peut, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui sont venus témoigner et puis ensuite qui sont partis chez eux et qui ont juste, voilà, ensuite appris peut-être lu les journaux, et puis il y a les gens, alors c'est ceux-là dont je parle, que j'ai côtoyés, c'est ceux qui sont restés, pas forcément tous les jours, mais il y en avait beaucoup qui étaient d'ailleurs pas mal, qui étaient des espèces de marathoniens du procès. On était là, et on se retrouvait tous les jours, et donc c'est avec ceux-là que s'est fait une espèce d'alliance comme ça que j'ai trouvé vraiment précieuse, quoi, et qui au fond est ce qui a donné le plus de prix au procès pour moi. En tout cas, mais ceux-là, ils disent tous quand même qu'il s'est passé quelque chose, que ça n'a pas été vain. Alors ça les a pas consolés, ça n'a pas réparé, puisque c'est irréparable. Mais quelque chose a été entendu, a été quelque chose à... il y en avait un qui justement faisait remarquer la beauté de ce mot déposition en disant on vient déposer à la barre un fardeau de souffrance, de détresse. On dépose ça et à la fin on rend la justice. Et ça a été fait, ça. Ça a été fait. Est-ce que vous croyez qu'au regard de ce qui s'est passé à Nice, puisque le procès de Nice et les attentats de Nice ont été effroyables, où il n'y a pas eu justement de possibilité d'un véritable procès en uniforme, est-ce que le travail de la justice a pu être mené de la même manière que pour ces 9 mois qui ont été très importants et très, très, très étayés? Ça, c'est tout votre Alors, et l'autre point de vue qui concerne ce que vous avez dit sur l'inadéquation de la peine par rapport à cette affaire de terrorisme, en fait, vous posez ce regard-là. Quand on voit le terrorisme de manière globale, et notamment Ben Laden, qui lui n'a jamais piloté un avion pour aller se foutre dans une tour et qui a tué personne, qui a finalement été exécuté et qui, aux yeux du monde, a représenté une forme, avec très entre guillemets, de justice rendue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que finalement, si on se pose la question par rapport au devoir de la République, sur le résultat final, est-ce que finalement il ne faut pas être dur dans ce qui est rendu? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a instruit le procès sur des choses aussi terribles, quand on sent toute la douleur qui a été exprimée par tous ces gens et tout ce qui a été vécu, et justement quand on n'a pas la possibilité de faire un jugement avec quelqu'un, je pense aux gens de Nice, ce qu'on lit dans la presse sur ce qui a été vécu est beaucoup plus effroyable qu'à Paris, enfin, il semble. Bah, il y a les enfants. Voilà, exactement. Ce qui rend ça encore plus effroyable, c'est les enfants, c'est les poussettes écrasées. Il y a une pauvreté de ce qui reste pour pouvoir imager, pour pouvoir juger ce qui s'est passé. Et est-ce que finalement le devoir de la République n'est pas finalement d'avoir un bras très fort pour pouvoir, sur une ignominie pareille? Et je parle de manière globale, hein. On peut dépasser les frontières de l'Hexagone. Mais quand vous dites un bras très fort, ça veut dire des peines très lourdes. Ça veut dire c'est le cas, hein, c'est-à-dire que là, quand vous dites, on aurait pu considérer que comme lui-même n'avait pas été impliqué dans l'acte, il aurait pu avoir une graduation un peu plus... Quand je dis, ça voulait dire éventuellement, c'était de toute manière prendre perpétuité, éventuellement assorti de 30 ans, ce qui est quand même très très lourd. Moi, ce qui me gêne, ainsi que d'autres, y compris les parties civiles, c'est mais même le principe même de la perpétuité incompressible. Mais de toute manière, il aurait pris, ce qu'il prenait était énorme. Hein. Et je ne suis pas du tout en train d'excuser Salah Abdeslam en disant c'est pas lui qui a tué. Je dis que si on avait eu entre les mains ceux qui ont vraiment tué, voilà, il y aurait forcément une gradation des peines.
Quant à Nice, enfin, je ne peux dire qu'une chose, c'est que je suis d'accord avec vous. Les faits, s'il est possible, sont encore plus horribles. Il n'y a pas de vrais accusés dans le box. Et en plus, après l'énormité du V13, enfin c'est terrible à dire, je le vois en voyant les amis journalistes, tout ça, tout le monde s'en fout. Non, c'est vrai, je veux dire, les journalistes, on envoie un journaliste chaque journal qui traîne les pieds, qui va à une audience sur 3. Non, c'est terrible et c'est absolument terrible. Et quel est le devoir de la République alors à ce moment-là? Puisque c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en définitive, on voit tous les efforts qui ont été déployés sur un cas. Et pourquoi justement on a cette espèce de vide entre... Enfin, de vide. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la République? Je suis sûr que le procès, il est en termes de justice très bien tenu. Vous ne pouvez pas inventer des accusés qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas faire venir les journalistes en les obligeant. Il y a un espèce de désintérêt, qui est affreux pour les victimes, ça c'est certain. Mais honnêtement, je ne vois pas ce que la République peut y faire. Avez-vous essayé de vous mettre dans la tête des accusés, notamment de Salah Abdeslam? Vous avez dit qu'au cours de ce procès, tout le monde avait bougé. Est-ce que les accusés ont bougé? Ou est-ce que parce qu'ils avaient, eux, lu le début du livre, le livre dans son entier, ils sont restés enfermés dans leur logique? Ont-ils été sensibles à cette image, à ce procès exemplaire, aurait eu lieu en plus de ce « vous n'aurez pas ma haine », est-ce que ça ils y sont sensibles ou est-ce qu'en fait on ne peut pas se parler et qu'en fait nous on a montré certes une image exemplaire de la République, mais aussi ses faiblesses face à des logiques beaucoup plus violentes? Alors sur la question de se mettre à la place d'eux, j'ai une religion qui est... C'est une petite fille, une fois, qui a dit ça va être devant moi, qui se m'a absolument laissé pantois. Sa mère, parce que je ne sais pas, elle ne s'était pas bien conduite, elle avait fait une bêtise, lui disait, mais tu sais, il faut savoir te mettre à la place des gens. Et elle a répondu, mais si je me mets à la place des gens, ils vont où les gens? Et moi, pour moi, c'est définitif. Et je ne travaille jamais en me mettant à la place des gens. Je me mets à ma place, j'occupe ma place, et j'essaie d'être le plus près possible, le plus attentif possible. Et je ne cherche pas à me mettre dans la tête. Alors tiens, si tu disais, est-ce qu'il y a, Nathalie, je me souviens, il y a eu une fois, il y a longtemps, je ne vais pas du tout accabler un académie, mais dans Le Monde, comme ça, il y avait un mec qui avait écrit une espèce de grand article triomphalement qui s'appelait « Moi, Mohamed Merah » en se traitant. Et ça, je trouve, c'est à la fois de la connerie et immoral. Et je dirais immoral pratiquement, pas seulement à l'égard de victimes et tout, mais même à l'égard de la personne, du monstre dont on parle. Moi, je me souviens, sur Jean-Claude Roman, je n'ai jamais... Si j'ai jamais cherché à me mettre à sa place, c'est d'abord pas, non seulement parce que j'en ai aucune envie, mais c'est parce que je me disais, c'est sa place, je ne vais pas la lui voler. Je veux dire, il a déjà assez de mal à l'occuper, c'est la sienne. Donc je suis pour que chacun reste à sa place.